RH Group et engagement des salariés chez UP et présidente de l'ANDRH, l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Bonjour Audrey. Bonjour Juliette. Bonjour à tous. Bonjour. Nous accueillons également Charlotte Nizieux, qui est porte-parole de Zoom et qui est accompagnée de François Familiari, qui est Sales Engineer et expert sécurité chez Zoom. Bonjour Charlotte et François. Bonjour à tous. Bonjour. Nous accueillons également avec plaisir Alain Garnier, qui est le dirigeant et cofondateur de GemSpot, un spécialiste français du réseau social d'entreprise, des plateformes collaboratives et de communication interne. Bonjour Alain. Bonjour Juliette et bonjour à tous. Alors merci à vous quatre de participer à cette table ronde et de croiser vos regards. Alors avant de partager avec nos quatre invités leur expérience et expertise, un petit point peut-être sur le télétravail et je vais vous donner quelques chiffres. Alors, on sait que la crise sanitaire a représenté pour les organisations un accélérateur majeur de leur transformation numérique, mais aussi un recours accru au télétravail et son corollaire d'outils. Alors, en France, selon les chiffres du baromètre annuel télétravail 2021 de Malakoff Humanis, le télétravail concernait 30% des salariés avant la pandémie de Covid-19 et qui a connu donc un essor sans précédent en 2020 pour atteindre 41% des salariés en mai lors du premier confinement. C'est un contexte évidemment exceptionnel durant lequel 44% des télétravailleurs expérimentaient cette forme de travail pour la première fois et 75% à 100%. Alors, pour prendre des chiffres un peu plus récents, ceux du ministère du Travail, il y avait 37% de salariés en télétravail à temps complet, début avril 2021, donc il y a tout juste un mois, contre 31% en mars et 30% en janvier. Alors évidemment, la consommation des services de visioconférence et de collaboration à distance tels que Teams et Zoom, pour citer ce que tout le monde connaît, a considérablement augmenté depuis fin 2019. Alors, Charlotte Nizieux me confirmera le chiffre que je vais donner. Il y a un an, en mai, tout juste 2020, Zoom annonçait cumuler 300 millions de participants quotidiens des réunions à mettre en perspective avec les 10 millions du mois de décembre précédent, donc en 2020. Une croissance importante, évidemment, aidée par la pandémie, le télétravail, 2 millions de personnes dans le monde. Pour prendre un autre exemple, celui de Teams, depuis avril 2021, donc depuis le mois dernier, Teams compte désormais 145 millions d'utilisateurs actifs quotidiens et lui aussi, c'est une très grosse croissance puisque on comptait au début de la pandémie 32 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Alors au-delà de ces chiffres, il faut remarquer que dorénavant, l'idée même d'espace de travail a évolué puisque le bureau unique au sein des murs de l'entreprise et des administrations également s'est effacé pour laisser place au flex office et au travail à distance, le travail hybride. Et les organisations tendent désormais à se rapprocher d'un modèle au sein duquel les collaborateurs bénéficient partout et tout le temps d'un accès à leurs applications et logiciels et matériels aussi, on verra tout à l'heure. Alors, ces nouvelles pratiques de travail hybride, mêlant activité au bureau et activité à domicile, représentent sans conteste un véritable défi. Alors, quels outils sont nécessaires? Quelles bonnes pratiques? Quels défis pour le manager? Comment l'entreprise et les dirigeants peuvent-ils, grâce à ces outils, continuer à faire fonctionner l'entreprise à distance, à conserver sa cohérence, sa culture, sa productivité? Alors, les processus et l'aspect humain sont l'affaire des dirigeants et des DRH. Et notre invité, Audrey Richard de la NDRH, nous fera justement bénéficier de toute son expérience en la matière. Les outils techniques, visioconférence bien sûr, mais aussi téléphone fixe, mobile, applications collaboratives, type intranet, digital workplace, ont permis le télétravail et le permettront demain, le télétravail et en particulier le travail hybride, puisqu'on sait que les entreprises vont pratiquer ce mode de travail. Alors, qu'apportent ces outils? Sont-ils toujours sécurisés? C'est une question importante aussi. Nos invités Charlotte Nizieux et François Familieri de Zoom, ainsi que Alain Garnier de GemSpot, nous apportent plus particulièrement
leur expertise sur ce sujet. Alors, ma première question va à Audrey Richard de la NDRH, une question ouverte, généraliste. Audrey, qu'avez-vous pu constater pendant toute cette année de pandémie et de télétravail dans l'utilisation de ces outils et comment les managers se le sont appropriés, bien ou moins bien? Vous allez nous faire part de votre retour d'expérience sur ce thème. À vous, Audrey. Merci, Juliette, et merci pour votre invitation. Ça me donne aussi l'occasion de porter la voix des DRH à travers l'Association nationale des DRH. Et donc, ce qu'on voit, parce qu'on est au quotidien en relation avec nos DRH, soit par le biais d'enquêtes, soit par le biais de partage de bonnes pratiques. Et donc, ça va être intéressant de partager sur ce qui se passe sur le terrain. Mais pour répondre, Juliette, à votre question, un petit rappel historique. En fait, ça fait plus de 15 ans qu'on parle du télétravail, qu'on essaye de le mettre en place avec ce paradoxe entre la volonté de mettre en place et la capacité réelle de réalisation dans les entreprises. Et ce qui s'est passé pendant cette crise ou ces crises, c'est qu'on a fait en 1 an et demi ce qu'on attendait depuis 15 ans. Et sur ces différents mois, nous avons, avec notamment les partenaires sociaux et les professionnels RH, les managers, l'ensemble des organisations, travaillé sur des retours d'expérience. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les modes d'organisation ont foncièrement énormément été modifiés avec cette conséquence du télétravail généralisé. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le télétravail 5 jours sur 5 n'est évidemment pas recommandé dans les organisations. Ce qu'on voit à travers les accords qui sont signés avec les partenaires sociaux, c'est qu'on est, vous indiquiez tout à l'heure, hein, sur une recommandation de travail hybride sur 2 jours à la maison, 3 jours en entreprise. L'idée étant de passer davantage de temps sur le lieu de travail en entreprise pour travailler sur des projets collaboratifs, en tout cas travailler ensemble. Donc, l'avenir, c'est bien du télétravail hybride qui est attendu par les salariés parce que cela améliore la qualité de vie au travail, c'est un impact carbone, mais c'est aussi attendu des candidats. Et donc, cette nouvelle organisation va avoir un impact sur les outils. Alors, on l'a vu, hein, on a un gain de maturité digitale énorme et on a aussi fait un saut sur des mises en place qu'on cherchait à mettre depuis des années. En tout cas, c'est ce que disent les DRH. Donc, un impact sur les outils, un impact sur l'organisation du travail et un impact sur les lieux de travail. On reviendra plus au travail de la même façon qu'avant. Voilà pour ce début de mon côté. Justement, Audrey, vous parlez des outils. Est-ce que, avec une réunion à distance, un outil collaboratif, est-ce qu'on pratique, on conduit de la même façon une réunion à distance qu'une réunion au bureau? Quelle principale différence finalement y a-t-il? Quels conseils pourriez-vous apporter dans ce domaine? Et puis après, on interrogera Charlotte de Zoom pour qu'elle nous donne son point de vue sur cette question. Oui. Alors, en effet, il y a des bonnes pratiques qui ont été retenues et il y a aussi des points d'attention, des points d'alerte. On l'a vu, les 5 jours sur 5 en télétravail, ce n'est pas recommandé. C'est plutôt 2 jours, 3 jours. Et après, sur les bonnes pratiques en termes d'organisation de réunion, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est plutôt 45 minutes de réunion. Évidemment, pas sur la période du déjeuner, plutôt pas fin de semaine pour privilégier les tête-à-tête avec les collaborateurs. Dans les bonnes pratiques, c'est aussi conserver la relation de proximité avec ses collaborateurs et garder ce lien collectif qui est un enjeu majeur en entreprise. C'est d'ailleurs l'enjeu le plus fort de notre point de vue. Donc, dans sa propre équipe, proposer des petits déjeuners virtuels, des déjeuners virtuels, des cours en ligne. Ça, c'est ce qu'on a vu dans les organisations et ça a été mis en place. Et au sein de l'ensemble de l'entreprise, c'est aussi peut-être avoir recours à des questionnements de salariés sur des enquêtes, par exemple, pour mesurer le climat social, pour recevoir les propositions d'action. Donc ça, c'est plutôt les bonnes pratiques. Sur les points d'attention, je dirais que
bon, on l'a vu, hein, la limite et les dérives du trop distanciel pouvaient avoir des conséquences importantes sur le temps de travail des gens qui oublient de s'arrêter, donc qui travaillent longtemps, longtemps le soir. Et donc, ça a des conséquences sur le sommeil, sur la nutrition. Le trop distanciel, ça a des conséquences sur la santé parce qu'on reste derrière son ordinateur, on ne bouge plus. Et ça, ce sont des sujets qui arrivent dans l'entreprise et dans les questions des DRH. Et enfin, juste pour finir sur les points d'alerte, ce qu'on voit, c'est aussi, je parlais du lien collectif, on voit une différence dans les entreprises entre des populations qui peuvent télétravailler, d'autres qui ne peuvent pas. Et là, on peut avoir un sentiment d'inéquité, un sentiment de création de deux mondes différents au sein d'une même entreprise. Donc, attention à ne pas créer l'école blanc, l'école bleue. Et donc, ça, c'est tout l'enjeu du travail du DRH. Très bien. Alors justement, Charlotte, vous, avec Zoom, vous êtes particulièrement bien placée pour voir comment ont été utilisés votre outil de visioconférence, comment vous l'avez vu évoluer, comment vous avez répondu aux attentes des entreprises, au-delà de l'outil grand public que tout le monde a utilisé au début du confinement. Et j'imagine bien que vous aussi, vous n'êtes pas pour que les salariés passent leur temps en visioconférence 24 heures sur 24. Bien sûr que non, non. On est tout à fait d'accord avec tout ce que dit Audrey, évidemment, et avec toutes les bonnes pratiques qui sont suggérées. Il y en a plein d'autres. Voilà, commencer à l'heure, terminer à l'heure, faire une seule chose à la fois. Il y a plein de conseils qui sont disponibles sur le blog de Zoom ou sur tout un tas d'autres supports. Sur votre question de comment on a vu l'utilisation de Zoom évoluer, vous parlez de visioconférence. En réalité, ça va au-delà de ça. Les outils dont on parle, c'est des outils de UCaaS, donc Unified Communication as a Service. Et pendant cette pandémie, on a aussi accéléré l'utilisation de ces solutions qui ne sont pas que de la visio, c'est aussi le téléphone, l'utilisation de webinars, du chat intégré, etc. Ça permet, et voilà, les entreprises ont découvert qu'elles pouvaient faire face à des situations inédites. Je pense par exemple aux personnes qui doivent répondre au téléphone dans une entreprise sur un numéro fixe et qui se sont retrouvées à devoir travailler de chez elles du jour au lendemain sans ce numéro fixe. Aujourd'hui, la téléphonie dans le cloud, donc la téléphonie de Zoom, permet d'emmener où que vous soyez, finalement, j'allais dire chez vous, mais où que vous soyez, votre téléphone fixe avec vous, votre numéro fixe avec vous. Et évidemment, pour en revenir sur les bonnes pratiques, vous mettez en indisponibilité en dehors des heures de travail et en dehors des heures sur lesquelles vous pouvez répondre. Je voulais juste, pour commencer ou pour mettre un peu pour prendre du recul et avoir du contexte autour de cette discussion, je voulais juste rappeler qu'en 2020, pendant la pandémie, les solutions de collaboration à distance ont permis de sauver en France, ce sont des chiffres France, 250 000 emplois et 86 milliards de PIB pour la France. Donc, évidemment, on ne peut plus se passer, mais je pense que plus personne n'a de doute sur ça, et que la question, c'est comment on va aller vers une hybridation et comment ces solutions, les solutions telles que Zoom vont vous accompagner. Et c'est vrai que cette année a permis aux entreprises de rapidement évoluer vers un mode de travail à distance ou hybride. Du côté des technologies, des technologies de Zoom, ça a été aussi un très grand accélérateur sur les fonctionnalités que l'on a mises à disposition de nos utilisateurs. Il y a toutes les questions de sécurité, et ça, François nous en parlera après, mais il y a aussi toutes les questions de meilleure collaboration et d'entretien du lien dont parlait Audrey. Je pense aux scènes immersives dans Zoom. Voilà, il y a tout un tas de fonctionnalités qui vont faire que quand on est à distance, on va avoir ce sentiment tout de même d'être ensemble dans ce qu'on est en train de faire. On a aussi de nombreux partenariats avec des fournisseurs de hardware, donc d'équipements, qui vont faire, parce que ce qui est très important, on parle d'hybridation du travail, donc vous allez avoir des gens qui vont être chez eux, des gens qui vont être au bureau, et tout le monde ne sera pas au bureau en même temps, ou tout le monde ne sera pas ailleurs en même temps. Donc, il faut que quand on a une réunion avec des gens en présentiel et à distance, la collaboration se fasse. Et là, il y a des équipements, ce qu'on appelle les Zoom Rooms, qui permettent ça, qui permettent vraiment que tout le monde soit ensemble, ceux qui sont sur place ensemble et ceux qui sont séparément, chacun chez eux ou
ou ailleurs. Enfin, juste pour conclure sur cette question, la dernière étude BCG, donc Boston Consulting Group, qui est sortie sur le sujet, dit que 82% des répondants en France disent que le télétravail et les technologies de visioconférence vont faire partie maintenant du travail quotidien, du nouveau normal. Très bien. Merci Charlotte. Justement, pour rebondir sur ce lien qu'on doit garder même à distance, et notamment dans le cadre d'un travail hybride qui va se développer. Audrey parlait de 3 jours au bureau, 2 jours à distance, c'est ce qui se dessine globalement. On a aussi des outils qui vont au-delà de la visio, même si Zoom, vous nous l'avez dit, va aussi au-delà de la simple vidéo avec les chats, etc. Et puis tout l'équipement matériel que vous avez commencé à évoquer en partie tout à l'heure. Mais Alain, chez GemSpot, vous éditez des outils qui sont ce qu'on appelle des digital workplace, qui ont des fonctions bien plus larges. Comment justement ces outils s'intègrent-ils dans le télétravail, le travail hybride? Qu'apportent-ils de particulier? Il faut voir que ce qui a été dit d'ailleurs par Audrey très très justement tout à l'heure, c'est qu'on a fait en moins d'un an et demi ce qu'on attend dans le numérique depuis plus de 10-15 ans. Et en même temps, pour sauver les fameux 86 milliards, j'ai noté le chiffre de PIB. Donc on voit bien qu'il y avait une urgence. Et dans les moments d'urgence, évidemment, on réagit de manière instinctive. Et c'est vrai que la question du coup de la visio, c'est aussi le côté très instinctif, temps réel. Je ne vois plus mes collègues, je veux les voir, donc le mode visio est le plus direct. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'au-delà pour l'entreprise et l'individu, il y a aussi d'autres opportunités à construire autour de ça. Et c'est ce que fabriquent justement tous les outils, alors qu'on met sous le vocable Digital Workplace, intranet, réseau social d'entreprise, plateforme collaborative. Et pourquoi d'ailleurs ça a beaucoup de noms? Parce que finalement, ça regroupe toutes les autres formes de communication. On va aussi avoir des formes de communication moins directes, moins le côté « je veux te voir tout de suite », un peu comme au téléphone ou en visio, et on est là. Et comme en plus, on dit en bonne pratique, il ne faut faire qu'une seule chose à la fois, son temps, il est pris pendant ce temps de visio. Par exemple, il y a toutes les logiques, ce qu'on appelle asynchrone. Ce que je vais envoyer, et sous d'autres formes que celles justement de la vidéo. Par exemple, je vais écrire du texte, par exemple, je vais faire des procédures, par exemple, je vais mettre en forme, ce que font aussi très bien les gens de la communication. Par exemple, je vais mettre en valeur quelqu'un, et là, pas forcément, encore une fois, de manière directe, parce qu'une visio, c'est aussi en direct avec les gens, que ce soit en one-to-one ou en one-to-many. En fait, on est aussi en direct. Donc, il y a cette idée, en fait, d'avoir tous les gestes qu'on peut imaginer quand on ferme les yeux, qu'on faisait justement dans les bureaux, ou à travers les outils numériques, tout d'un coup, il faut les reconstituer. Trouver une date avec des personnes. On peut le faire, par exemple, on voit bien, trouver une date, c'est plutôt asynchrone, parce qu'il y en a un qui va dire oui, l'autre dire non, les fameux doodles qui font ça très bien. Donc, on va retrouver ça dans les outils comme GenSpot. Communiquer top-down. Est-ce qu'à un moment donné, la forme vidéo est toujours la meilleure? Parfois, un guide de procédure, il ne faut pas que ce soit seulement une vidéo. Ce n'est pas un tuto de 20 minutes pour savoir ce que je dois faire. Bon. Si on prend les projets visuels également, dans les bureaux, par exemple, c'était assez souvent le cas. Vous voyez, je me tourne tout d'un coup vers mon mur. On imaginait, il y avait des post-it qui pouvaient être mis pour justement visualiser ce qu'on faisait. Là, c'est pareil. On va recréer ça dans un espace plutôt virtuel. Et à nouveau, il y a des outils pour faire ça, qu'on va retrouver chez GenSpot. Donc, tous ces gestes métiers et RH, en fait, il faut les voir au-delà. Et la visio étant, par contre, ce qu'il y a de plus intime, effectivement. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que nous, à GenSpot, une des premières choses qu'on a fait, d'ailleurs, par rapport à la pandémie, parce qu'on avait déjà des choses, mais on les a vraiment accélérées, c'est faire des connecteurs avec les visios. Et d'ailleurs, on a eu le plaisir aussi de faire un connecteur avec Zoom, parce qu'effectivement, il y avait cette croissance d'usage que nous, on accompagne nos clients pour ça. Donc, c'est ce qu'on a rajouté pour eux, passer d'une visio à quelque chose d'asynchrone soit immédiat. Voilà. Donc aussi simplifier la vie des gens. Oui, donc en fait, ce que vous êtes en train de me dire aussi, Alain, c'est que la Digital Workplace et les outils participent donc de l'organisation aujourd'hui de l'entreprise, de sa sérénité organisationnelle, on pourrait le dire comme ça. Et je vais revenir à Audrey à un petit moment de la NDRH. Audrey, à votre avis, quels sont
les bonnes pratiques que vous conseillez dans l'utilisation justement de ces outils. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Comment ces outils s'intègrent parfaitement aujourd'hui dans l'organisation de l'entreprise? Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure hein, sur les bonnes pratiques. Elles ont été mises en évidence au fur et à mesure du temps et de ces mois passés en confinement. Elles ont été partagées avec les managers, avec les partenaires sociaux. Donc, tout à l'heure, je parlais attention à ne pas enchaîner les réunions les unes après les autres. C'est pour cette raison que dans certaines entreprises, nous avons mis en place les réunions de 45 minutes, justement, pour reposer ses yeux, s'étirer, faire ses mails et pas justement avoir ces mails qui s'enchaînent et avoir à les traiter en fin de journée le soir. Donc, je développais tout à l'heure, le point vraiment qui me semble important, c'est de souligner que dans cette période-là, le dialogue social a été vraiment très, très dense. Et c'est grâce à ce dialogue social que les entreprises ont signé des accords qui permettent de mettre en exergue et d'appliquer les bonnes pratiques et de mettre des règles aussi sur le télétravail. Et d'ailleurs, on l'a vu sur cette période récente, on a plus de 1000 accords télétravail qui ont été signés. Donc, je rejoins ce que disaient Charlotte et Alain, hein, et il n'y aura pas d'ailleurs de retour en arrière. Hein, et même sur le dialogue social, on a réussi à dialoguer et à signer des accords. Voilà, le point d'alerte, je réinsiste, c'est vraiment ce lien social, ce lien collectif. C'est l'enjeu majeur des DRH. Et c'est aussi la réponse de l'entreprise. Aujourd'hui, on a vu évoluer les questions qui arrivent chez les DRH sur les questions de nutrition, de sommeil, de pause, oui, d'outils, mais pas que en fait. Et on a vu une multitude d'autres sujets. Donc, nous, en tant que DRH, on traite, hein, on répond. La question, c'est de savoir jusqu'où on va demain dans ces réponses. Donc, savoir bien utiliser ces outils à bon escient. C'est important aussi que ces outils soient sécurisés. C'est extrêmement important pour pouvoir justement être serein hein, dans l'organisation de la société, dans sa productivité. Alors évidemment, on a beaucoup parlé des problèmes de sécurité de Zoom il y a quelques mois. Là, je me tourne vers François, bien sûr. Il y a un problème à la fois peut-être de sécurité technique, mais aussi de sécurité dans l'utilisation de l'application elle-même, peut-être qui est plus importante que le reste. Et effectivement, Charlotte, merci, bonjour à tous. Donc effectivement, vous l'avez bien résumé. Je pense qu'il y a deux notions qui sont essentielles. Premièrement, au niveau de l'utilisateur, c'est vraiment respect des règles de base, j'ai envie de dire, en termes d'usage de la solution. Typiquement, on a vu beaucoup de cas, comme vous l'évoquiez, d'intrusion, notamment dans les meetings. L'idée, c'est vraiment de se dire que c'est comme un petit peu son adresse et ses éléments personnels. Je ne vais pas les poster sur un réseau social de manière publique, un lien de réunion et le mot de passe associé. Voilà, vous ne feriez pas ça en donnant votre adresse et en disant la clé sous le paillasson. Je pense que voilà, il faut avoir ces règles de base qui peuvent être part d'un accompagnement de l'utilisateur, mais ça fait partie des choses. Ensuite, il y a un deuxième volet qui est vraiment l'étude finalement de la solution qui est mise en place. Il y a de nombreuses options sur les plateformes de communication, des options liées à la sécurité qui peuvent être mises en place, typiquement l'authentification des utilisateurs en intégrant avec un SSO, ça peut être un exemple, forcer des options de chiffrement, par exemple de bout en bout, comme on a sur Zoom, qui permettent pour certaines populations de se dire qu'ils ont des communications plus sensibles, donc on va leur imposer l'usage de ce type d'options de sécurité. Et puis ensuite, d'une certaine manière, on va aussi responsabiliser l'utilisateur en mettant à disposition de manière simple sur l'interface directement des options de sécurité. Typiquement, chez Zoom, on a un petit bouton sécurité qui s'affiche pour l'animateur, qui fait que lorsqu'il a démarré sa réunion, s'il a oublié par exemple de mettre sa salle d'attente en place, il peut immédiatement la déclencher. Ou alors, il a le contrôle sur finalement qui va pouvoir partager du contenu au sein de ce meeting. Et de cette manière-là, on le responsabilise et on lui donne les outils
en un clic, j'ai envie de dire, pour réellement contrôler son meeting et garantir la sécurité des échanges qui va advenir durant cette réunion. Très bien. En évoquant les problèmes de sécurité, je pensais également aussi aux problèmes de Shadow IT, finalement, parce que, rappelez-vous, lors du premier confinement, on a vu beaucoup d'outils grand public envahir l'entreprise, qui pouvaient poser des difficultés au DSI, voire au RSSI, s'il y en a un dans l'entreprise. Donc, tous ces outils qui échappent à la supervision du service informatique. Alors, est-ce qu'il faut imposer des règles sur le choix des outils et comment faire pour que ces collaborateurs suivent les bonnes règles? Audrey, vous avez donné en partie la réponse tout à l'heure en évoquant les accords qui avaient été passés sur le télétravail. Mais alors, bien sûr, est-ce qu'entre les DRH et les DSI, il y a eu davantage de relations et de mise au point? Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur ce sujet-là? C'est vrai que dans les cellules de crise que nous avons organisées dans les entreprises, on avait autour de la table le président, le DG, le DRH, bien sûr, et le DSI également. Et cette collaboration, cette proximité qui existe déjà, et puis d'ailleurs, cette proximité, elle est là parce qu'aussi le métier de DRH et de DSI évolue avec l'impact de la data sur nos métiers particulièrement. Donc oui, cette proximité est vraiment existante, mais j'insisterai sur la partie management également. Parce que mettre des règles sur la cybersécurité, c'est aussi travailler sur le management. Et un point qui me semble important, en tout cas de ce qu'on a constaté, c'est que tout ce qu'on disait aussi sur le management depuis des années, toutes les formations dans les entreprises qu'on a pu faire pour faire grandir les managers sur l'autonomie, sur la confiance, etc. Tout ça, ça a été mis en place dans l'espace de ces quelques mois. Donc, on a aussi fait un saut. Donc, on a fait un saut en maturité digitale, mais on a fait un saut en maturité managériale. Et le Covid a révélé que certaines pratiques managériales étaient essentielles, comme l'empathie, la confiance, l'écoute. Et tout ça, c'est le développement de soft skills sur lesquels les RH, les entreprises, font monter en compétence les managers. Et là, encore une fois, on ne reviendra pas en arrière. On est passé sur autre chose. Et ça a aussi des impacts donc, sur l'IT, bien sûr, mais ça a aussi des impacts sur les politiques RH parce que les modèles d'évaluation, il faut les réviser. Les modèles de reconnaissance, c'est pareil. Les formations, c'est pareil. Les promotions, les décisions de promotion vont évoluer aussi pour mieux équilibrer en fait la performance économique du comportement managérial qu'on attend aujourd'hui en entreprise, tant du salarié que du candidat. Et juste pour finir là-dessus, ça peut engendrer des différences sur le marché, entre des employeurs qui gèrent avec un modèle managérial encore hiérarchique et les autres sur un modèle plus souple. Et parce qu'on voit aussi que ce modèle plus souple est recherché, que c'est aussi une source d'engagement des salariés. Très bien. Justement, en parlant de maturité managériale que vous évoquiez, on peut penser que les outils qui se sont grandement améliorés aussi en parallèle du manager lui-même apportent aujourd'hui davantage de facilité, notamment les outils professionnels qui aujourd'hui, on voit bien Zoom par exemple ou la plateforme de Genspot qui sont relativement très faciles à utiliser. Alors est-ce que justement Charlotte ou François et puis Alain, vous pourriez nous apporter des éléments là-dessus? Zoom, Charlotte, c'est d'une simplicité enfantine. Et oui, c'est d'ailleurs ça c'est pour ça que le grand public s'est emparé de la solution, parce que juste pour
le rappel, hein, Zoom existe depuis 10 ans, est coté en bourse depuis 2 ans. Enfin, ce n'est pas une solution nouvelle. Mais avec le confinement, en effet, le grand public a découvert que c'était très simple d'utilisation. Et c'est pour ça qu'on est passé de 10 millions à 300 millions d'utilisateurs en quelques semaines, comme vous le disiez au début. Donc, en effet, alors, voilà. Très bien. Et peut-être que François a des éléments de réponse également. Oui, tout à fait. Non, mais je pense que c'est essentiel. Il y a effectivement l'accompagnement utilisateur qui est évident, mais il y a aussi effectivement la simplicité d'interface. Je pense que c'est une réflexion qui est importante d'avoir en amont. Typiquement, je pense qu'on s'est tous retrouvés à un moment donné à utiliser des outils qui n'étaient pas forcément les outils corporate. Typiquement, je prends mon cas. Par le passé, ça m'est arrivé d'utiliser par exemple du WhatsApp comme messagerie instantanée mobile, tout simplement parce que c'était plus simple et plus instantané et plus simple pour moi de l'utiliser. Et donc, cette interface, elle est importante. Il y a un autre enjeu aussi, et qui a été un peu touché du doigt tout à l'heure par Alain, qui est cette notion d'intégration. Finalement, l'utilisateur, il vit une journée digitale, une journée numérique dans laquelle il va passer d'un outil à l'autre pour réaliser ses différentes tâches. Et finalement, cette ouverture, cette intégration entre ces différents outils va permettre de simplifier et finalement va permettre aussi de favoriser cet usage et donc de diminuer d'une certaine manière tout le côté shadow IT qu'on va pouvoir retrouver en entreprise. Alain, vous, je sais que vous avez intégré énormément de fonctions aussi dans votre Digital Workplace qui reprennent des éléments justement qu'on a l'habitude de voir en présentiel. Oui, tout à fait. Alors justement, moi, je pense que le shadow IT, il faut justement vraiment revenir sur ce point. Ce n'est pas le mal. Le shadow IT, c'est l'endroit où aussi tous justement, les personnes apprennent le digital aujourd'hui. On devrait parler de confiance dans le manager. Aujourd'hui, il faut aussi avoir confiance dans les gens pour apprendre à travers les conversations par exemple WhatsApp qu'on peut avoir justement dans un cadre personnel. Le fait ensuite de pouvoir travailler par exemple en collaborative avec du messaging en entreprise. Donc, moi, le shadow IT, c'est déjà ça. Par contre, après, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il faut à un moment donné le rentrer dans l'entreprise, que ce soit pour des raisons de sécurité, parce qu'il y a aussi des questions des fois légales, mais aussi des questions d'intégration, comme le dit François, avec les outils. Et le problème qu'on voit, et là, par contre, il faut voir justement, c'est toute l'action de la mesure. Entre d'un côté, laisser n'importe quoi se faire, le shadow IT pour tous, ça qui, je pense, est effectivement, qui ne fait pas entreprise. Et de l'autre côté, de dire, ah mais non, mais il n'y a qu'un seul outil pour tout le monde, et vous allez voir, ça va être super, ça aussi, c'est une autre impasse. Donc, les entreprises, en fait, agiles et modernes, elles font quoi? Eh bien, elles font exactement, et je m'appuierai sur ce que disait Audrey, et même si justement, elle parle des personnes, mais moi, je parlais des IT, et c'est la même chose. C'est faire confiance aux managers intermédiaires au niveau départementaux pour, à un niveau local, à un moment donné, prendre des usages qui vont accélérer l'entreprise, faire confiance pour qu'il y ait justement un IT, alors qui n'est pas shadow, mais qui est maîtrisé à un niveau justement local, et ensuite le déployer à grande échelle en acceptant l'hétérogénéité. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand les entreprises ferment et ne prennent qu'une seule solution, on connaît bien les grandes plateformes pour faire de la collaboration pour tous, les utilisateurs, ils font quoi? Ils vont dans le shadow IT. Donc justement, l'entreprise intelligente, c'est celle qui est capable de donner de la confiance pour avoir plein d'outils. Et je vois, nous, par exemple, effectivement, tu disais, Juliette, qu'on a fait plein d'applications, ça je te confirme, pour aider justement les gens au quotidien, mais on a fait aussi beaucoup de connecteurs pour tourner, j'ai parlé tout à l'heure avec Zoom, mais pour tourner avec Office 365, pour tourner avec Google Workplace, pour tourner avec tous les systèmes justement qui sont déployés à large échelle dans les entreprises. Cette fameuse Customer Journey dont parlait François, comment on s'intègre, parce que c'est essentiel pour que l'utilisateur n'ait pas avoir à justement assurer lui-même ces données transitent d'un système à l'autre de manière très simple. Donc ça, Genspot, on y est très attaché et c'est ce qui fait effectivement qu'on peut se déployer dans plein de comptes qui sont déjà équipés. Alors en fait, vous avez, Alain, déjà répondu en partie à la question que je voulais poser ensuite aux intervenants sur la façon d'inscrire des technologies pérennes et productives dans les infrastructures informatiques déployées. Vous avez déjà répondu en nous disant que vous aviez des connecteurs et que votre solution s'intégrait avec d'autres solutions existantes sur le marché. Et je voudrais reposer cette question à Charlotte de Zoom. Tout à l'heure, vous avez d'ailleurs commencé à parler des solutions AS, qui donnent des solutions, qui donnent accès aux solutions matérielles Zoom Phone et Zoom Room par le biais d'un service d'abonnement. J'imagine que Zoom est aussi intéressé par cette question et qu'il a mis en place des solutions. Absolument.
évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Alain. Je pense que les technologies doivent être au service de leurs utilisateurs. Donc, nous, chez Zoom, on passe beaucoup de temps à écouter les besoins. Donc, les besoins sur les fonctionnalités software, on en a parlé beaucoup. Et puis, les besoins sur tout ce qui va faire qu'on va pouvoir utiliser de manière optimale ce software, donc avec les équipements. Et en effet, il faut qu'on soit capable de réagir vite. Il faut que les entreprises soient capables de s'équiper en étant réactifs par rapport aux événements extérieurs. Et donc, en effet, comme vous l'avez dit, on met à disposition du matériel hardware as a service. Donc, en fait, c'est un système de souscription à du hardware et vous pouvez donc faire évoluer vos besoins, faire évoluer votre matériel en fonction de vos besoins. Et je pense que c'est la clé, en effet, pour pérenniser et pour s'assurer du bon usage des technologies de collaboration. Il faut s'assurer que les outils et que le matériel associé soit le bon pour les gens, qu'ils soient au bureau ou chez eux ou à distance, qui permettent cette collaboration, que la collaboration ne soit jamais interrompue. Donc, des flux de travail continus, efficaces. J'aimerais que vous reveniez là-dessus, Alain, parce que je pense que vous avez des choses intéressantes à dire également. Oui, je pense que le point, parce que le point posé, à nouveau, on revient sur cette question du télétravail et comment on fait un travail hybride. Ouais, nous, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment deux grandes dimensions importantes pour que justement, on ait des systèmes qui soient continus et efficaces. Le premier, c'est qu'il ne faut pas oublier, il faut valoriser les collaborateurs. Je reviens à la dimension RH. C'est-à-dire que dans les outils, ce n'est pas seulement faire, par exemple, de la communication et, par exemple, échanger, mais c'est, par exemple, travailler sur le profil utilisateur. Extrêmement important, ça, ce qu'on a chez Genspot pour pouvoir justement le mettre en avant. La logique de rôle, parce que du coup, on voit moins, par exemple, il n'y a plus les étages, vous savez, avec étage 3, étage 4, le département, voilà, et puis là, on voit bien, au bout du couloir, il y a le directeur, il a un grand bureau. Ça, par exemple, ça donne des dimensions de rôle évidentes par la matérialité. Comment on fait dans le numérique? Il faut recréer ça. Alors, pas en donnant plus d'espace de visio aux uns qu'aux autres. La preuve, on a les mêmes tailles de vignettes. Donc, il faut créer des logiques de rôle. Et donc, nous, on a des applications rôle qui permettent, par exemple, de décrire qu'est-ce que les gens font dans l'organisation et pas d'un point de vue organigramme, parce que ça, c'est un peu rêche. Les badges. Donner justement oui, c'est des applications pour donner justement des qualificatifs aux gens, des compétences, des capacités qui non seulement les mettent en avant, mais permettent aussi aux autres de les trouver. Pour trouver l'expert, par exemple, en sécurité Zoom, c'est qui que je dois contacter dans mon organisation si j'ai une question posée RGPD par quelqu'un. Vous voyez, des choses qui sont de cet ordre-là. Donc là, la partie RH, et donc nous, on a plein d'applications comme ça qui vont venir ajouter à la communication de base, mail, visio, téléphone, on est revenu un petit peu vraiment aux fondamentaux, ces éléments-là de mise en contexte, parce qu'on a besoin de ça. Et puis l'autre partie, sans prendre trop de temps, parce que c'est vrai que nous, on a des dizaines d'apps qui permettent de faire ça, ça va être tout le management visuel à travers des Kanban, parce qu'on a besoin de voir ce qui se passe. Voilà. Ça va être faire de l'info ciblée, pouvoir targeter les bonnes personnes pour leur communiquer de l'information au bon moment. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils vont être sur l'intranet à un moment donné, et il y a un truc qui va popper pour les prévenir d'un changement de procédure, d'une évolution justement de la stratégie. Enfin, tout ce qui fait qu'à un moment donné, on va aller toucher les gens au moment où ils sont actifs. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui, parce qu'en plus, on est tous pris dans un temps qu'on a vu qui était très contraint. Donc, le travail de ciblage aujourd'hui est une problématique essentielle. Donc voilà, c'est vraiment un travail, c'est ce que propose toute la plateforme Genspot, c'est des applications qui viennent rajouter au socle de base de la communication et de la collaboration dont on a parlé, dont la visio reste effectivement un élément essentiel, le temps long et le temps justement beaucoup plus tactique par rapport à l'entreprise et faire justement qu'on arrive à avoir une meilleure stratégie. Et les chiffres, disait McKinsey, les boîtes qui sont équipées de Digital Workplace comme les nôtres ont à peu près des taux de croissance de rentabilité entre 15 et 25 points supérieurs aux autres. Donc, il faut voir qu'aujourd'hui, alors c'est la poule et l'œuf, c'est aussi parce qu'ils ont une belle vision, mais il n'empêche qu'ils ont une belle vision, une belle exécution, et les deux forment en fait des boîtes qui surperforment et sur lesquelles il y a plus de bonheur au travail. C'est intéressant de voir qu'il y a vraiment une accélération, que ce n'est pas antagoniste. On n'est plus à l'usine, au contraire. Plus on rend les gens heureux, plus ils sont performants. Ça aussi, moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour le monde dans lequel ils sont pour nous.
C'est intéressant justement, Alain, parce qu'on se rend compte que, on l'a un peu évoqué, mais que les outils IT et finalement tout ce qui touche aux ressources humaines, hein, et à la collaboration sont intimement liés en fait, hein, et que la maturité va de pair et grandit parallèlement, hein. Alors peut-être que ça fait partie de l'avenir pour le travail de demain au travers de la technologie. Et peut-être que ça pourrait être la dernière question que je vais vous poser à tous avant qu'on passe aux questions-réponses. Alors, Audrey, hein, quel avenir, selon vous, pour le travail de demain au travers de la technologie? C'est une question très vaste, à la fois facile et difficile. Alors là, on se focalise sur l'IT. Moi, j'aurais tendance à dire à élargir un peu plus, parce que les DRH, ce qu'ils voient aujourd'hui, c'est que ces crises autour du Covid ont fait apparaître au premier plan des questions, bien sûr, d'IT, on l'a vu, hein, mais aussi des questions de santé, de bien-être, de protection sanitaire des salariés, faisant porter une responsabilité différente et renforcée dans ces domaines au sein même de l'entreprise. Et cette évolution, en fait, elle est au cœur des attentes des salariés aujourd'hui. Et donc, ça fait porter, au-delà de son rôle économique de l'entreprise, ça lui fait porter un rôle social, sociétal, plus ou moins étendu en fonction des secteurs, bien sûr. Mais en tout cas, ça élargit son rôle sur des problématiques de responsabilité sociétale d'entreprise. La question aujourd'hui, c'est de savoir où on met le curseur. Donc, je voulais insister là-dessus parce que c'est une réalité. Et d'autre part, Juliette, vous questionnez sur l'impact de la technologie sur le monde de demain. Moi, je mettrais le doigt sur le rôle du RH et de sa fonction. Ce qu'on voit, c'est que ce métier de DRH est impacté de plein fouet avec la data. Cela signifie qu'il faut qu'il évolue, qu'il monte en compétences sur les sujets de data, de réseaux sociaux, attention, on protège l'entreprise sur du bashing peut-être sur les réseaux sociaux, sur les compétences autour de la data au sein même de l'entreprise. Et vraiment, c'est un point important. Et ça nécessite aussi, du coup, dans l'entreprise, de moderniser le service RH, de moderniser les applications RH, parce que le salarié, il attend d'être traité comme il est traité en tant que client ailleurs. Et donc, aller pour déposer des congés, passer par telle et telle appli compliquée, etc., juste, c'est plus possible aujourd'hui dans l'entreprise de proposer quelque chose de compliqué. Donc, il y a toutes ces évolutions qui sont là et auxquelles les entreprises doivent répondre. Merci beaucoup, Audrey. Je vais poser la même question à Charlotte, François, Alain, dans l'ordre qui leur plaira. Je peux commencer très rapidement sur la question de l'avenir du travail au travers de la technologie. Je pense en effet que la technologie doit être au service du travail et des travailleurs et des employés et aussi de la performance des entreprises. Donc, je rejoins sur évidemment l'aspect bien-être, Audrey, et les technologies doivent être au service de cela. Pour revenir sur la question de la performance des entreprises, ce qu'on a vu, les premiers résultats de ce que l'on voit suite aux différents confinements, c'est qu'il n'y a eu aucune baisse de performance. Voire dans certains cas une amélioration de la performance et des résultats des entreprises. Voilà, ces chiffres-là vont être itérés dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et ça, c'est positif. Donc, l'avenir, c'est vraiment, en effet, qu'on trouve le bon équilibre. On va aller, c'est certain, vers une hybridation du travail. Et il faut que les technologies soient au service de cela. Donc, François ou Alain? Oui, juste peut-être un petit commentaire par rapport à ce que disait Charlotte. Je pense qu'il y a aussi l'enjeu qui va être important dans cette nouvelle forme de travail hybride. Ça va être de trouver comment on va pouvoir finalement mettre sur un même pied d'égalité en termes de collaboration les personnes qui vont être physiquement finalement dans un bureau avec un certain confort, avec une certaine infrastructure à leur disposition, et les personnes qui vont être chez eux, derrière leur écran, avec peut-être moins de moyens, et comment finalement on va réussir à réellement faire communiquer sur
un même pied d'égalité, comment potentiellement la technologie va permettre un petit peu de lisser cette communication et de conserver un même pied d'égalité entre les différents participants et leur localisation. Alain? Moi, le conseil, j'ai noté en plus, c'était vraiment très. 4 points que j'aurais envie de partager très, très rapidement. La première, c'est de dire oui, on parle d'hybride. Là, François dit pied d'égalité. Moi, je pense même qu'il faut se préparer à ce que finalement le numérique soit le point de centralité de l'entreprise de demain. Voilà. Parce qu'effectivement, il va y avoir un déport plutôt vers le numérique et que là où ça se passera, ce sera dans le numérique et non plus physique, qui deviendra au contraire l'appendice. Et ça, je pense que tout le monde n'est pas forcément prêt à l'entendre, alors que c'est la tendance de fond. Deuxième chose, c'est que du coup, il faut aussi du coup assumer qu'il faut changer ses process et changer sa façon d'être. Une réunion en distance, il faut changer peut-être la méthode dont on faisait les réunions. On a parlé de 45 minutes tout à l'heure, ça c'est sur le temps, mais ensuite, pourquoi pas adopter des méthodes Scrum, Agile, modernes, parce que ce n'est pas utile ou ça ne fonctionne plus quand on n'est pas en numérique. On est obligé de passer à d'autres méthodologies qui sont plus adaptées à ça. Troisième point, c'est un point qu'on oublie souvent. Moi, je trouve c'est ce que j'appelle le méta sur le numérique. C'est-à-dire que oui, du coup, ça veut dire qu'il faut produire de l'information du numérique sur le numérique. Expliquer comment fonctionne tout ça et parler du numérique en tant que système, parce que ça devient, de la même façon qu'on parle du RH en tant que système, alors qu'on est des humains, a priori, on n'a pas besoin d'exister en dehors de notre corps, il faut pourtant réfléchir. C'est la même chose. Il faut penser le numérique en tant que numérique et que ça devienne un élément central et surtout pas le laisser, évidemment, aux spécialistes, c'est-à-dire seulement à l'IT. Ça ne veut pas dire que les IT n'ont pas un rôle là-dedans, mais simplement, c'est que c'est un rôle maintenant qui est dévolu à l'entreprise. Le président lui-même doit s'en occuper. Et pour finir, et je dirais qu'il y a aussi une nouveauté dans tout ça, alors nouveauté, pas tant que ça, mais qui là apparaît au grand jour, et qu'on parlait de Zoom tout à l'heure ou de nous sur les croissances, c'est que tous ces systèmes-là, maintenant, avec le cloud et le mode de déploiement, sont accessibles à tous immédiatement. Là, vous pouvez tous, là, les gens qui sont ici, qui n'ont pas eu encore l'occasion de goûter ni à du Zoom, ni à du Genspot, de démarrer un test et de jouer avec ces technologies. Ça, c'est quand même très fort parce que ça vous permet justement de vérifier, de voir et de rentrer dans le dur tout de suite sans attendre des réflexions hypothétiques de comment on pourrait faire, etc. Et vous pouvez le faire en urgence, mais vous pouvez le faire aussi maintenant que l'urgence est en train de sortir, justement à tous les moments de votre vie business. Démarrer ce système-là et vous verrez, ça va vous ouvrir les yeux parce que faire, c'est comprendre. Merci Alain. Alors, on va passer peut-être, excusez-moi, aux questions-réponses. Avant, je voudrais dire que Audrey doit bientôt là, nous quitter parce qu'elle a évidemment un emploi du temps chargé. Peut-être, Audrey, si vous avez le temps, j'ai juste une question pour vous parmi celles des spectateurs. Ouais. Comment le droit du travail, droit social, est-il amené à évoluer en ligne avec les nouvelles attentes et modes de travail, indemnité, couverture sociale, obligation de sécurité et santé des salariés, télétravail et frontalier? Merci pour la question. C'est vrai que nous, en tant que professionnels RH et notamment à la NDRH, justement, on est en train de travailler sur ces questions-là parce que je parlais tout à l'heure de dialogue social, notamment dialogue social, droit social. Ça a changé. Et aujourd'hui, nous, en tant que praticiens RH, on ne veut pas revenir en arrière. Ça, c'est sûr. Donc, on est en train de travailler sur ces questions-là pour justement faire remonter les souhaits des DRH pour les porter au plus haut niveau auprès du ministère. D'ailleurs, si dans l'Assemblée, il y a des DRH qui veulent travailler avec nous là-dessus, rejoignez la NDRH et on y travaillera ensemble parce qu'on est là-dessus. Et l'idée étant d'aller vers de l'évolution. On a, comme le disait Charlotte, on a réussi à travailler, on a assuré la performance, on a assuré l'emploi dans nos entreprises en travaillant différemment, en ayant des délais raccourcis dans les instances sociales, en procédant à des consultations, en procédant à de l'échange virtuel, et ça a très bien marché. On veut que ça subsiste, on veut que ça reste. Et donc, c'est aussi un des rôles de la NDRH que de porter
Alors, je ne vais pas aller jusqu'à revendication, mais en tout cas, à ces changements importants. Et c'est ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. Et merci à tous. Et en effet, je suis obligée de vous quitter. J'ai un autre engagement. Merci. Merci beaucoup, Je vous dis à Audrey. bientôt. On retrouvera vos coordonnées de toute façon à la fin du webinaire. Merci beaucoup, Audrey. Alors, une autre question. Les outils, alors ça aurait pu être pour Audrey aussi, alors peut-être pour Alain, les outils peuvent-ils réinventer la présence au bureau et faire en sorte que les moments en entreprise soient différents de ceux passés en télétravail? Bah, oui, enfin nous, ce qu'on constate, alors là, pour le coup, très, très, très nettement, hein, c'est que parce que justement, il y a des formes justement de travail qui se mettent en place par le télétravail, avec justement ces visios, des échanges, des réunions, ce management visuel, en fait, après, on se retrouve avec des usages, finalement, des gens, quand ils se retrouvent dans les bureaux, qui vont être différents. Parce que finalement, ils vont avoir expurgé de leur journée ces moments-là, et donc, ils vont se retrouver plutôt dans des moments justement de créativité, des moments justement un peu de ce fameux informel qu'on peut trouver. Donc ça, on le voit très nettement. Je dirais que les outils y participent, et dont nous, un en particulier, enfin deux même, un qui s'appelle gestion des présences. Par exemple, typiquement, nous, on a un système qui permet de dire, voilà, moi, je suis sur tel plateau, moi, je viens tel jour et moi, tel jour. Et donc, les gens finalement, ça crée de la rencontre dans ces emplois du temps un peu mités. Hein. Moi, je viens le lundi après-midi, toi, tu viens le jeudi matin, pour que les gens se voient. Donc, gestion de présence, ça permet et de gérer la jauge et que les gens se voient dans un autre contexte. Merci. Je peux bien réagir sur ça, Juliette. Allez-y, Charlotte. Non, je trouve ça top. Et évidemment, l'intérêt de l'hybridation du travail, c'est d'assurer comment dire, qu'on met à profit nos rencontres physiques. Je suis sûre qu'il vous est tous arrivé d'aller au bureau pour vous faire une journée, un tunnel de réunion, d'être en call toute la journée. Finalement, quel était l'intérêt d'être au bureau? Je ne suis pas certaine. Sauf que l'intérêt d'aller au bureau, c'est de collaborer, de boire des cafés avec ses collègues. Donc, c'est toute l'interaction physique. Et évidemment, dans ces cas-là, je rejoins Alain et c'est top qu'il y ait des outils de gestion de présence. En effet, on n'ira plus au bureau pour faire la même chose. On ira au bureau pour collaborer sur des projets qui nécessitent du brainstorming, qui nécessitent d'être ensemble pour boire des cafés ou aller boire le verre à la fin de la journée de travail, qui est importante évidemment pour créer du lien, c'est très important. Voilà, donc tout à fait d'accord avec Alain. Très bien. Alors, une autre question. Ne pensez-vous pas que la flexibilité semble la route à suivre, car elle offre à chacun, chacune de choisir le rythme et l'organisation qui lui convient? Alors, qui veut répondre à cette question? Ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que oui, il faut être flexible dans le respect des impondérables et des contraintes que l'on a. Si on est chargé du service client et que le service client ouvre à 9h, bon, il faut être disponible à 9h devant son poste de travail. En dehors de ça, je pense qu'on est tous d'accord et que le grand bénéfice que l'on a vu et que l'énorme majorité des gens ont vu quand les bonnes pratiques étaient respectées et mises en place individuellement et de la part des managers et des entreprises, le grand bénéfice, c'est un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Donc évidemment, la flexibilité, c'est une des clés, je pense. Un des points, moi, je prends, je pense qu'Audrey aurait évidemment répondu encore mieux sur ce sujet, mais en fait, ce qui s'est passé, et on a un phénomène très intéressant de la part des RH, mais aussi des dirigeants. Moi, tu sais, je suis aussi dans pas mal de cercles de dirigeants d'entreprises, de PME. C'est qu'au fond, ça a fait tomber beaucoup de préjugés. C'est-à-dire l'idée que si tu ne surveilles pas ce que font tous les gens, et donc finalement, justement, il n'y a pas de flexibilité, et que tu es en micromanagement toutes les quarts d'heure pour dire alors, tu en es où, tu fais quoi? Alors, tu en es où, tu fais quoi? La boîte va s'écrouler, parce qu'avant, il y avait un contrôle visuel, tu vois, le fait d'être justement dans les locaux. Et bien là, tout d'un coup, en fait, ils se sont rendus compte que pas du tout. Pas du tout. Voire même, on avait des phénomènes de gens qui étaient plus productifs, voire même qu'il fallait les arrêter parce qu'effectivement, ce qu'on a dit tout à l'heure, ils dépassaient des fois les horaires de travail. Bon, parce qu'avant, ils étaient contraints pour aller chercher les enfants à l'école de partir une heure plus tôt. Il ne faut pas oublier aussi ces contraintes très, très fortes, extérieures. Et donc, on a eu en fait un changement, et ça, c'est très net dans les enquêtes d'opinion, de la part des DRH et des dirigeants d'entreprise, sur le fait que, en fait, oui, la flexibilité, c'était peut-être plus efficace que le contrôle.
Et ça, en France, c'est un peu surprenant, mais là, on a et comme on aime bien ça, nous, les révolutions, en un an, on a eu un changement de phase. C'est-à-dire que là, vous avez aujourd'hui, en particulier dans les PME, mais aussi dans les grands groupes, plutôt des patrons qui sont devenus favorables au télétravail. On a vu même le MEDEF totalement changer d'attitude là-dessus entre les premières prises de parole et aujourd'hui. Donc oui, la question, c'est que ce qui était avant un bon sentiment de dire « Ah, ce serait bien de laisser de la flexibilité » est devenu quelque chose d'engrammé aujourd'hui, en particulier chez les dirigeants. Et ça, je pense que ça aide très profondément nos solutions également et la transformation numérique des entreprises. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de transformation sans sociologie qui est derrière. Et là, c'est le cas. Autre question, est-il facile, j'insiste sur le terme facile parce que je pense que la question voulait que je le fasse, de proposer aux utilisateurs une interface simple pour passer d'un clic de la messagerie à la vidéoconférence et à l'intranet? On a un petit peu répondu tout à l'heure à cette question, mais on peut peut-être détailler. Alors je peux me permettre de répondre à cette question, Juliette, si Bien sûr. Et effectivement, est-ce que c'est facile? Alors, derrière le mot facile, c'est toujours, voilà, on peut cacher, là, dans ce cas-là, beaucoup de choses. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui existent, c'est-à-dire qu'il y a des ouvertures. Il y a, par exemple, si je prends le cas de Zoom, on a une bibliothèque d'API qui est disponible publiquement. On met à disposition des SDK. On a d'ailleurs une nouvelle offre de SDK qui est sortie récemment pour utiliser vraiment le moteur vidéo de Zoom. Donc, les solutions existent. Après, ça nécessite forcément un travail au niveau des équipes IT, juste pour dire imbriquer ces différentes solutions. Mais il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui existent sur Retailer. Alain en parlait pour Jamespot, voilà, de tout un catalogue d'applications, de connecteurs déjà disponibles. On a la même chose aussi côté Zoom, où on a plus de 1000 applications sur une marketplace qui sont disponibles. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur les plateformes pour justement amener cette simplicité et, comme je le disais, garder un lien finalement entre les différents outils durant la journée. On en parlait de la journée un petit peu numérique ou de la digital journey, je ne sais plus comment vous l'avez appelé, Alain, mais bon, de l'utilisateur. Donc, il y a des choses qui existent, c'est simple d'accès. Après, il y a forcément un travail des équipes IT, mais en tout cas, tout est déjà à disposition. Mais nous, Genspot, parce que quand même, là, du coup, nous, justement, notre travail, c'est d'impacter ça. C'est-à-dire que nous, par exemple, d'emblée de jeu aujourd'hui dans Genspot, vous êtes justement dans la messagerie justement instantanée, vous êtes avec un groupe en one-to-one ou en one-to-many, vous lancez une visio avec toutes les personnes, sécurisée. Si vous avez choisi Zoom, d'ailleurs, ça va sur Zoom. Vous avez choisi une date, la conférence est tout de suite créée dans le futur. Donc, tout ça, nous, c'est totalement justement, enfin, c'est ce qu'on appelle le fameux one-click, hein, no brain. Il n'y a pas de question à se poser. En un clic, on peut faire une visio dans Genspot avec n'importe qui ou justement des groupes de personnes en fonction de la situation, et qu'il n'y a plus besoin justement des trucs compliqués. Je crée ci, je mets ça, je remplis 3 champs, je fais OK. Ça, c'est effectivement la force de la simplicité qu'on amène en étant justement le dernier kilomètre de la Digital Workplace Genspot pour simplifier la vie des utilisateurs au quotidien. Très bien, merci. On va arriver là à la fin de notre webinaire. Hélas, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions, mais il n'y aura pas de frustration puisque à la fin, là, nous allons donner les coordonnées mail de nos participants. Donc, ils pourront tout à fait vous recontacter et répondre à vos questions. Alors, merci beaucoup à tous nos intervenants, à Charlotte Nisieux et François Familiari de Zoom, à Alain Garnier de Genspot, à Audrey Richard de la NDRH qui nous a quittés, qui a eu quand même le temps de répondre à une question. Et j'espère que ce webinaire aura été utile, voilà, et que nos intervenants l'ont apprécié. Merci une nouvelle fois. Et merci beaucoup. À bientôt, Charlotte, Alain, François. Merci. Merci, à bientôt. Bonne journée.